Les progrès technologiques ont offert une piste de solution aux aveugles pour lesquels aucune solution médicale n'était accessible, voire en utilisant une caméra qui transmet l'image au cerveau via un autre sens. Cette technique fait partie d'un éventail de possibilités qu'on appelle la substitution sensorielle. Souvent, une personne aveugle ne perd pas la capacité de voir, mais bien celle de transmettre les signaux sensoriels de la rétine au cerveau. Donc, les systèmes utilisés dans la substitution sensorielle transforment des stimuli propres à une modalité sensorielle, par exemple la vision, en des stimuli d'une autre modalité, par exemple le toucher. Le but est de véhiculer artificiellement de l'information sensorielle spécifique à un sens via une modalité différente, contournant ainsi l'incapacité de la personne aveugle. Il existe de nombreux types de substitution sensorielle différents. Il existe des dispositifs de perception tactile, visuo-auditive, visuo-tactile, proprioceptive et visuo-haptique. Le Voice est un système de conversion visuo-auditive. Ce système convertit des images captées par caméra en motifs sonores. Le son produit est complexe. Il varie en fonction de la position et de la luminosité des pixels. La position sur l'axe vertical du pixel est représentée par la fréquence, et c'est la luminosité en intensité sonore. Cet outil peut servir au déplacement, à la localisation et à la reconnaissance d'objets dans un environnement en 3 dimensions. Voici un exemple d'image convertie en son. Les systèmes visuotactiles convertissent l'image en vibrations ou petits chocs électriques sur la peau. Par exemple, le TDU consiste en des électrodes placées sous la langue qui produisent des picotements pour communiquer l'information captée par caméra. Nous cherchons à répondre à la question « Dans quelle mesure la substitution sensorielle remplace-t-elle la vision ?» Autrement dit, pouvons-nous vraiment voir avec notre peau, notre langue ou nos oreilles? De prime abord, la vision nous semble un phénomène courant et facile à saisir. Une incursion dans le domaine de la substitution sensorielle nous amène à remettre cette apparente simplicité en question. Qu'est-ce qui caractérise la vision? Comment la reconnaître d'un autre sens? 5 critères présents dans la littérature scientifique ont été formulés en réponse à cette question. Nous nous en servirons pour évaluer si le sens résultant de la substitution sensorielle est bien la vision. Le premier critère est la capacité du sujet à répliquer des comportements normalement associés à la vision. Autrement dit, si la substitution sensorielle permet de voir, l'utilisateur agira comme un voyant et aura des capacités semblables. Un obstacle au respect de ce critère concerne les limitations inhérentes à la substitution visuo-tactile en termes de résolution et de champ visuel. La quantité d'informations pouvant être transmise par une grille de 20 par 20 points vibrants est sérieusement inférieure à celle transmise par des yeux fonctionnels. Un deuxième obstacle s'impose du côté des appareils de substitution visuo-auditive. La quantité d'informations transmises n'est théoriquement pas limitée par l'appareil lui-même. Ce sont les utilisateurs qui peinent à la comprendre. Le rythme d'apprentissage associé à ces appareils est très lent, menant à des performances globalement inférieures à celles des voyants. Une anecdote est fréquemment citée à ce sujet. Un expérimenteur a augmenté le zoom de la caméra de l'appareil de substitution visuo-tactile d'un participant. Ce dernier a fortement réagi en se penchant vers l'arrière pour se protéger. Ce mouvement implique qu'il ressentait la présence de l'objet devant lui et non dans son dos, là où se trouvait la stimulation tactile. De plus, la sensation d'approche et sa réaction associée étaient bien plus caractéristiques de la vision que du toucher. On peut conclure que le critère comportemental n'est que partiellement respecté par les méthodes de substitution sensorielle actuelles. Les utilisateurs peuvent répliquer certains comportements associés à la vision, mais souvent à des degrés moindres qu'une vision régulière. Le critère de l'organe sensoriel stipule que les modalités sensorielles sont déterminées par l'organe qui capte le stimulus. Il implique que seuls des yeux peuvent permettre la vision. Vous comprendrez que selon les adeptes de ce critère, la substitution sensorielle ne peut pas produire la vision, puisque l'organe sensoriel stimulé reste la peau, la langue ou l'oreille. Pour mieux illustrer ce critère, on peut utiliser l'exemple d'une stimulation électrique des récepteurs de la douleur. Bien qu'on ressente l'électricité, nous n'avons pas pour autant de sens électrique. Ce critère peut même être appuyé par de la neurobiologie. Certaines études s'y ont intéressées et ont fait la démonstration sur des furets que l'organe sensoriel peut être le facteur prédictif de la sensation. Des chercheurs ont effectué sur des furets une série de lésions cérébrales qui a affecté le trajet de l'information visuelle. Le résultat final? Les yeux communiquent leurs informations au cortex auditif, qui donnerait normalement naissance à de l'expérience auditive.
Ils ont fait la démonstration que le cortex auditif permet de donner des caractéristiques visuelles à cette information, comme par exemple l'orientation et l'organisation spatiale. Une expérience sur des furets dont seul un hémisphère était modifié a permis d'y répondre. Les furets pouvaient reconnaître un signal lumineux avec un hémisphère, même si seulement l'autre hémisphère l'avait capté auparavant. Comme quoi, la modalité sensorielle perçue découle bien de l'organe qui capte le stimulus physique, même en dépit de l'aire cérébrale recrutée. En fonction du critère de l'organe sensoriel, on peut affirmer que la substitution sensorielle, dans ce cas, ne peut pas donner lieu à une expérience de vision. En fonction du critère sensorimoteur, ce n'est ni l'organe sensoriel, ni le cerveau, ni le stimulus sensoriel qui définit le sens, mais plutôt l'interaction entre l'organisme et son environnement. Prenons l'exemple de la vision et de l'audition. Quelqu'un se situe devant moi et me parle. Je le vois et je l'entends. Si je mets mes mains devant moi, je ne le vois plus, mais je l'entends quand même parler. Si je place une pièce de monnaie à différents angles et différentes distances, la taille et la forme peuvent sembler varier, mais au toucher, je n'aurai pas cette illusion. Pour faire l'expérience de la vision, il faut donc interagir avec l'environnement selon le patron d'interaction caractéristique de la vision. Par exemple, dans le cas de la substitution visuotactile, lorsqu'un objet s'approche, il prend plus de place sur la surface réceptive, ce qui reproduit l'impression de rapprochement liée à l'augmentation de la taille d'un objet dans le champ visuel. Il est reconnu que le sujet doit lui-même manipuler la caméra pour avoir la perception que les objets observés se situent dans l'espace autour de lui. En pouvant manipuler la caméra, le participant peut recréer les interactions sensorimotrices liées au déplacement des yeux dans l'espace et se rapprocher de l'expérience de la vision. Il faut admettre que tous les aspects de la vision ne sont pas substitués par les technologies. Certains ajustements oculomoteurs n'ont pas d'équivalent au niveau du contrôle de la caméra. De plus, aucune méthode actuelle ne permet de répliquer les interactions spécifiques à la vision binoculaire. Ne répondent qu'en partie aux critères sensorimoteurs. Seulement certaines interactions caractéristiques de la vision ont pu être démontrées. Le critère neurophysiologique stipule qu'un sens peut être identifié par l'aire cérébrale qu'il utilise. Donc, si l'aire visuelle du cerveau est utilisée, le sens sollicité est bien la vision. Des études utilisant l'imagerie par PET scan ont exploré ce critère. Une d'entre elles impliquait des participants voyants aux yeux bandés et des aveugles précoces, entraînés et évalués à la reconnaissance de figures géométriques à l'aide d'appareils visuo-auditifs. Dans les deux groupes, un ensemble de régions impliquées dans la vision et l'imagerie spatiale était sollicité. Cependant, l'aire de Brodmann 18, une aire du lobe occipital impliquée dans l'association visuelle, n'était utilisée que par les aveugles précoces. De plus, lorsque cette aire était inhibée par stimulation magnétique transcrânienne, les aveugles performaient moins bien à la tâche. L'activité particulière de cette région cérébrale chez les aveugles représentait donc une utilisation fonctionnelle de cette aire visuelle. Les résultats présents dans la littérature suggèrent également que la cécité suppose une réorganisation du cerveau qui favorise leur utilisation. L'entraînement à l'utilisation des différentes méthodes, conformément aux résultats présentés plus tôt, reste essentiel à l'utilisation des aires visuelles. Selon le critère neurophysiologique, on peut donc présumer que la substitution sensorielle permet bien de donner la vue. Cependant, nous savons qu'il est possible d'utiliser nos aires visuelles sans pour autant faire l'expérience de la vue, ce qui nous mène au critère suivant, le critère phénoménologique. Ce dernier critère caractérise les sens selon la qualité de l'expérience qui est vécue par le sujet. Plus simplement, pour qu'on puisse dire qu'une personne voit, il faut qu'elle perçoive elle-même son expérience comme une expérience visuelle, qu'elle a la sensation de voir et le vécu associé à la vision. Ainsi, les non-voyants utilisent leur cortex visuel lorsqu'ils analysent des stimuli tactiles ou auditifs. Cette utilisation semble fonctionnelle. Elle contribue à l'analyse du son ou du stimulus tactile, mais ne donne pas lieu à une sensation de vision. Certains aveugles précoces peuvent utiliser le terme « voir » pour décrire leur expérience. Seulement, il s'impose qu'ils utilisent ce terme sans avoir une expérience normale de vision à laquelle se référer. Ce mot nous révèle tout de même qu'ils font une expérience qui n'est plus simplement tactile ou auditive et qui se rapproche de l'idée qu'ils se font de la vision. Des participants entraînés à la reconnaissance de stimuli visuels à l'aide du TDU ont subi des stimulations magnétiques transcrâniennes excitatrices dans le cortex visuel. La majorité des non-voyants rapportaient alors des picotements sur la langue, mais aucun non-voyant n'a fait le même commentaire.
Ainsi, il semblerait que chez les aveugles entraînés à l'utilisation du TDU, le cortex visuel donne lieu à des sensations tactiles. On pourrait être tenté de conclure que le TDU provoque donc seulement une expérience tactile, mais l'étude ne statue pas à ce sujet. Des patients ayant perdu la vue à l'âge adulte, des années avant d'adopter et de devenir des utilisateurs experts de la technologie Voice, ont témoigné de la réapparition de phénomènes distinctement visuels, soit la perception de lumière. Ils l'ont décrite comme distincte de leur vision résiduelle, donc directement causée par la substitution sensorielle. Les expériences rapportées par les aveugles les mieux entraînés à l'utilisation de substitution sensorielle confirment bien qu'elles comportent des éléments de nature visuelle. Quelques résultats suggèrent à tout le moins que ces expériences ne sont pas purement visuelles ou incomplètes. On peut constater que la substitution sensorielle dans ses formes actuelles répond seulement en partie à la majorité des critères établis. Le critère de l'organe sensoriel, qui était par définition contraire à l'idée de voir par substitution sensorielle, fait exception. Seul le critère neurophysiologique était respecté de façon satisfaisante. On peut en conclure que la substitution sensorielle, malgré ses nombreux éléments communs avec la vision, résulte en un sens différent. C'est en fait davantage un mélange avec la modalité substituante, dont les fonctionnalités sont plus limitées. C'est ce qui peut expliquer la déception de certains non-voyants à l'essai des méthodes de substitution sensorielle actuelles. Created using Powtoon.